Bonjour à toutes et à tous. La très attendue loi cadre sur l'enseignement est parue au bulletin officiel. On rappellera que le texte a subi plusieurs mois de blocage à la Chambre des représentants à cause notamment du débat sur l'enseignement des sciences en langue étrangère. Jusqu'au 22 juillet dernier, date de sa validation, et ensuite, la loi cadre a été soumise à la deuxième chambre pour une adoption accélérée. Que prévoit ce projet de loi cadre et quels changements attendus à court et moyen terme? Élément de réponse en compagnie d'un expert en éducation et en formation, Abdelrahman Lahlou. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, et bonjour à vos auditeurs. La loi cadre entre donc en vigueur. Que signifie cela concrètement? Bien, l'entrée en vigueur de cette loi cadre ne se sentira sur le terrain qu'au moment où les lois d'application et les décrets d'application et les décisions ministérielles seront là. Il n'y a pas moins de 6 lois d'application, de 79 décrets d'application et de 80 décisions ministérielles qui doivent être mises en place. Et l'autorité exécutive a annoncé déjà s'atteler à ce chantier. Absolument. Mais on ne verra rien de concret avant que ces dispositions réglementaires et juridiques soient là. Clairement, pas cette rentrée en tout cas. Si, peut-être, quelques décrets pourront passer, les plus urgents. Bon, pour la question de la langue, à laquelle probablement vous allez revenir plus tard, il y a eu une anticipation. Donc, on a déjà vu des choses sur le terrain avant même la promulgation de cette loi cadre. Mais pour le reste, pour l'essentiel, pour l'architecture fondamentale de cette loi cadre, il va falloir attendre ces lois et ces dispositions donc réglementaires. Une loi donc assez bien élaborée. Comment a-t-elle été élaborée, Abdelrahman Lahlou? Bon, pour la petite histoire, et que tout le monde connaît, elle est née de la vision stratégique 2015-2030, qui a été confiée au Conseil supérieur de l'enseignement, formation et recherche scientifique, qui a élaboré en 2015 un document structuré, complet, et qui a été soumis à Sa Majesté pour pouvoir être transformé en loi cadre. On y retrouve l'essentiel dans cette loi cadre, et puis le débat s'est engagé dans les instances constitutionnelles pour pouvoir aboutir à ce que vous disiez tout à l'heure, l'approbation et la promulgation de cette loi. Dans cette loi cadre, on retrouve bien entendu les principes fondamentaux, identitaires, constitutionnels. Je n'en citerai qu'un seul ou deux qui me tiennent à cœur. C'est la stipulation que l'éducation est une composante du capital humain du pays, c'est ce qui la lie au projet de développement qui est tout à fait d'actualité aujourd'hui, et puis les projets d'établissement qui, pour toutes les institutions actrices dans l'éducation, va leur donner une vision stratégique et un moyen structuré d'organiser leur vie scolaire et leur action. Ça, c'est fondamental. Mais au-delà de ça, il y a des éléments fondamentaux qui interpellent, comme des aspects relatifs à la structure et à la gouvernance du système d'éducation et de formation. J'en citerai un ou deux. La vision intégrée des 3 composantes du système, qui sont la formation scolaire, la formation professionnelle et l'enseignement supérieur, qui va assurer désormais un continuum. L'orientation. Un continuum, donc c'est bien de s'arrêter. Je me permets de vous interrompre, Monsieur Lahlou, par rapport à cette question de continuum et de continuité. Donc la loi cadre prévoit également que cette réforme 2015-2030 ne sera pas changée ou même peut-être réformée, n'est-ce pas, comme il a été le cas sur plusieurs autres réformes, quel que soit le ministre qui est à la tête de la tutelle. Absolument. Et ça, c'est l'esprit de cette loi et la requête principale de cette loi. Parce qu'effectivement, il y a eu des réformes différentes. En 2000, il y a eu une réforme institutionnelle qui a créé les AREF, qui a créé plusieurs lois relatives au système. Il y a eu une réforme organisationnelle et matérielle, c'est le plan d'urgence. Il y a eu une réforme pédagogique, la pédagogie d'intégration, qui a vite été abandonnée. Aujourd'hui, nous sommes face à une réforme législative, voire même constitutionnelle. Et qui va instituer dans la pérennité l'ensemble des dispositions qui pourront être prises par la suite. Et ça, c'est un point fort. J'aurais voulu, sur le plan de la structure et de la gouvernance, parler aussi de l'orientation scolaire qui devient aujourd'hui désormais structurée et qui devient pilotée par des instances. La territorialité est fondamentale parce que c'est le résultat de la régionalisation et c'est là le plus grand défi, à mon sens, dans cette loi cadre et dans la gestion de l'enseignement, c'est de réussir à
territorialiser véritablement en termes de résultats et pas uniquement en termes de moyens le système éducatif. Donc ce que vous dites, c'est que les autorités territoriales ont leur mot à dire également dans cette réforme de l'éducation et de l'enseignement. Elles devraient prendre en charge des pans entiers de la formation, comme par exemple la formation professionnelle. Elles devraient aussi intégrer totalement certaines étapes de l'éducation nationale au niveau de la gestion des établissements, voire même de la construction des établissements. Il y a également cette idée de système d'information intégré. Aujourd'hui, nous avons 2 systèmes d'information. Nous avons Massar dans l'éducation nationale, nous avons Apogée dans le système supérieur. Au milieu, la formation professionnelle ne dispose d'aucun système d'information. Il va falloir le mettre en place et puis ensuite intégrer, encore une fois, dans cette vision de continuum, les 3 systèmes. Et puis, on parle de manière un peu différente du système privé. Il faut que l'enseignement privé devienne aujourd'hui une partie de la solution aux problèmes et aux maux de l'enseignement. Alors, on parle des enseignants du système privé, enfin, il va falloir les mettre à niveau. On parle des tarifs régulés, ça va faire beaucoup jaser dans le secteur. Justement, est-ce que la loi... on donne une place à ce secteur-là dans la loi cadre. La loi 0600 qui régit justement le secteur scolaire privé et ses textes d'application bien naturellement. Est-ce qu'elle devrait être révisée selon vous, et notamment pour contrôler les prix pratiqués? Est-ce qu'il n'est pas temps, finalement? Je pense qu'il est temps, pour ces 2 aspects que j'ai cités, pour une forme de régulation de ces tarifs, mais elle doit être accompagnée d'appui, de contrôle pédagogique et de soutien de la part de l'État. Il y a aussi un élément fondamental dans cette loi 0600 et ce décret d'application. Figurez-vous, madame, qu'aujourd'hui, pour enseigner dans le secteur privé, il suffit d'un baccalauréat pour être enseignant en maternelle et en primaire. Il suffit d'une licence pour enseigner, il suffit d'un bac plus 2, attention, pour enseigner dans le collège et d'une licence pour enseigner dans le secteur, dans le lycée, dans le secondaire qualifiant. C'est inimaginable. Alors que de l'autre côté, les 6 millions d'élèves qui sont dans le public ont droit à des enseignants qui ont non seulement une licence, mais qui ont 2 années de formation pédagogique. Donc la loi cadre institue tout cela. Il va falloir complètement balayer ces dispositions de la loi 0600 relative au privé pour faire émerger un secteur qui se respecte. Alors justement, parlons de la formation des enseignants. Vous savez qu'un système éducatif ne peut avoir que la qualité de ses enseignants. Là, enfin, on parle de référentiel de compétences. Enfin, il va falloir maintenant établir et surtout appliquer un référentiel de compétences des enseignants, autant pour la formation de base que pour la formation pédagogique. Et bien sûr, la formation pédagogique comprend la formation initiale dans les CRMF et surtout la formation continue, la mise à niveau permanente des compétences éducatives. Tout cela, quand on en parle, on voit la lourdeur de la tâche. Il va falloir véritablement s'atteler à mettre en application maintenant cette loi cadre. J'ai parlé du nombre de textes d'application, mais je voudrais mettre l'accent sur la nécessité de mettre en œuvre le management et l'administration dans cette application. On a phosphoré, on a légiféré, on a réfléchi. Aujourd'hui, il faut se retrousser les manches et travailler. Mettre en application tout cela n'est pas une mince affaire. Et aujourd'hui, on a... Absolument. Ça a un coût, je pense qu'il a été prévu, mais je pense qu'il faut aussi réformer nos méthodes de management et de gouvernance, parce que c'est un immense chantier qui a été livré maintenant à l'exécutif. Je ne doute pas que l'exécutif ait conscience de l'immensité de la tâche au niveau managérial, au niveau des procédures, au niveau de l'organisation, au niveau de la fine couture qu'il va falloir mettre en œuvre pour réussir ce chantier. Sinon, on risque de se retrouver un peu comme le résultat qu'a donné la charte de 1999 ou le résultat qu'a donné le plan d'urgence, parce que toutes ces lois et ces dispositions sont bien pensées, il va falloir maintenant véritablement bien les appliquer. Et quand vous dites bien les appliquer, à quoi, vous avez attisé ma curiosité, vous penseriez à quoi? Est-ce qu'il faudrait encore une fois créer une nouvelle instance pour faire le suivi, le contrôle? Pas nécessairement. L'instance existe et c'est le Conseil supérieur de l'enseignement. Le Conseil supérieur de l'enseignement a son mot à dire, oui. Mais peut-être que le ministère, qui aujourd'hui a la même morphologie qu'il y a 10 ans, grosso modo, devrait véritablement faire peau neuve au niveau de son organigramme, au niveau de ses méthodes d'action, au niveau de son personnel, pour véritablement prendre en charge ce grand chantier. C'est une déferlante.
La loi cadre est une déferlante sur l'exécutif. Moi, je souhaite, et je ne doute pas qu'on en ait conscience, qu'il va falloir faire peau neuve pour pouvoir l'affronter. Et les techniques managériales, organisationnelles existent. Il faut les adopter comme on les adopte dans d'autres ministères techniques. Et je pense qu'il y a aussi un paradigme à changer. Un ministère comme l'Éducation nationale devrait être plus orienté résultat que moyen. On peut comprendre que les ministères économiques et techniques soient orientés moyens, on met les moyens, les barrages, les industries, les zones industrielles, et puis le résultat dépend de tellement de facteurs conjoncturels et internationaux et mondialisés qu'on ne les maîtrise pas beaucoup. Le système éducatif devrait être orienté résultat. Et les éducateurs anglo-saxons nous ont appris à raisonner en outcome plus qu'en provision. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps aussi de réfléchir un peu en termes de système anglo-saxon, justement, qui est plutôt orienté résultat, comme vous dites, sur d'autres aspects, notamment managériaux? Je suis tout à fait de cet avis, parce que je pense que notre système a été beaucoup trop ancré à une vision latine de l'éducation, qui est héritée d'un pays en particulier, et ça nous bride par rapport à l'immense ouverture du monde anglo-saxon en matière d'éducation, au niveau du paradigme, au niveau des moyens utilisés, au niveau des méthodes pédagogiques, au niveau de la vision de l'apprentissage, ne serait-ce que celle que j'ai dite, c'est-à-dire mettre l'accent sur l'apprentissage plus que sur l'enseignement. Traditionnellement, nous, on est heureux lorsqu'on met en place 95% de la capacité, disons, d'absorption en termes d'éducation. On dit aujourd'hui que 99% des enfants sont scolarisés, on a mis les moyens. On est plus porté sur l'infrastructure, sur les programmes, sur les enseignants que sur la mesure de l'outcome. On devrait peut-être être plus alerté sur les résultats de nos élèves dans des tests comme Teams, comme Pearls, comme PISA, parce que c'est véritablement l'aboutissement. Or, en termes d'outcome, en termes d'apprentissage, nous sommes encore en retard, malgré les énormes moyens qui sont mis à disposition et qui, je le dis, ne sont pas encore suffisants. Il faut mettre davantage de moyens, les rationaliser davantage et changer de paradigme. En tout cas, en parlant de outcome et de résultats, on attendra les premiers résultats de cette loi cadre, je rappelle donc sur l'enseignement, qui est paru au bulletin officiel après de lourds débats que nous avons bien sûr suivis. Merci beaucoup Abdelrahman Al-Houlou. Merci à vous et à vos téléspectateurs. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.